comprendre le sens des mots. Et je commencerai par le titre du colloque, Justice transitionnelle. Comme c'est un produit, excusez le terme, que nous devons vendre à nos populations qui ne parlent que Kirundi pour la plupart, je trouve déjà que nous avons un problème de traduction. Déjà. Et je ne sais plus quel message faut-il donner à nos populations. Je prends deux exemples pour illustrer mes propos. Tantôt, on parle d'Ubutungane Inyumaihamba. Si j'essaie de faire une traduction littérale, ça devient justice post-conflit ou justice d'après-guerre. D'autre part, on parle d'Ubutungane Bunywaniji ou Ubutungane Bwogusubizahamwe. Si je fais une traduction littérale, tout ce que je dis c'est sous contrôle des littéraires. On dit justice qui réconcilie. Après tout ce que vous venez de m'expliquer, je trouve que ces concepts ne signifient pas exactement la même chose. Quelle expression ou quel mot faut-il donner à nos populations? Tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé d'orienter ce colloque vers la clarification de certains concepts. Alors c'est vrai que quand on regarde l'actualité récente de la justice transitionnelle au Burundi, on aurait tendance à se dire bon, il n'est plus tellement temps de parler des concepts, là maintenant il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on avance avec cette loi, avec des propositions concrètes. Finalement, ça ne va pas si vite que ça. Donc, il faut peut-être prendre le temps de respirer et prendre le temps de penser à ce dont on parle, parce qu'on parle de choses graves qui vont requérir beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et beaucoup de temps. Donc, on a essayé de ne pas se laisser prendre dans une effervescence ou une précipitation et d'abord d'interroger ces mots. Et je me souviens d'une discussion avec un collègue qui me disait, mais tu sais, au Burundi, on ne parle pas de commission vérité-réconciliation, on parle de commission vérité et pardon en Kirundi. Souvent, les gens emploient le mot vérité et pardon. Donc cette question de la langue et de la traduction et de la manière dont on retranscrit les concepts, elle est évidemment délicate, mais elle est aussi tendancieuse. Parce qu'on peut aussi, à des fins politiques, faire porter la vocation d'un instrument comme la CVR ou autre chose, à des fins différentes que ce pourquoi elles ont été pensées. Et je crois que ça sera une des tâches importantes, et Hélène en a aussi parlé ce matin, la transparence, c'est-à-dire être clair sur les intentions qui sont poursuivies, être fidèle aux projets tels qu'ils ont été pensés. On n'est pas dans un contexte figé en termes en matière de justice transitionnelle, il faut pouvoir s'adapter au contexte actuel. Mais ceci étant, au moment des accords d'Arusha, il y a quand même eu un pacte et il y a quand même eu un projet qui a été adopté avec vous. Et c'est un appel à la vigilance, c'est un appel à la vigilance des médias, des journalistes, quand ils parlent de la justice transitionnelle, il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils s'informent, il faut qu'ils fassent attention aux mots qu'ils utilisent. C'est un appel à nous tous, de la société civile qui travaillons au contact de Burundais, d'avoir cette rigueur des mots qu'on emploie et d'aider peut-être la population à discerner les mots, chacun des mots, qu'eux-mêmes soient capables de se poser des questions, de savoir exactement de quoi on leur parle. Et puis évidemment, c'est un appel aussi aux politiques par rapport à ce sens des mots, parce que c'est eux qui doivent aussi guider, donner, voir aux intentions que porte ce projet de justice transitionnelle. Ça concerne le problème de synchronisation des temps. J'ai aimé l'image du théâtre, ça m'a appris. Je pensais seulement que le théâtre c'est ludique, mais je viens d'apprendre que c'est plus que ça. Alors, le problème de transmission de la mémoire. Nous avons une tradition de l'oralité, où beaucoup d'événements n'ont pas été écrits, et qu'il est difficile de reconstituer fidèlement les faits. Et je trouve qu'il peut y avoir des erreurs de justice. Je peux donner un cas. Tout le monde connaît le procès du prince Louis Rwagasore. Il paraît que parmi les deux condamnés à mort, il y a un qui aurait été
blanche, semble-t-il, après le procès. En cas pareil, comment le réhabiliter? Et je soupçonne déjà que dans notre pays, des cas pareils peuvent advenir. 65 n'a pas été correctement écrite, 72 n'a pas été correctement écrite. Je pense, j'ai peur, j'ai des appréhensions qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires. Au lieu de nous réconcilier, ça peut creuser encore une fois le fossé. Parmi les questions, il y en avait une sur les indicateurs et j'avais suggéré tout à l'heure que l'indicateur du temps soit pris en compte. Des crimes qui sont imprescriptibles, on est dans un temps très long, une constitution avec une volonté de gérer le passé est une promesse à long terme, et une CVR qui doit agir très rapidement et qui nous met sous pression est très paradoxal par rapport à ces temps longs. Donc ce serait plutôt un mauvais indicateur. Pour le reste, je reprendrai ce qu'a dit ma consoeur, mon ex-consoeur. Un des droits auxquels on se réfère le moins et qu'on pourrait peut-être réinventer, c'est le droit au temps. Nous sommes tous soumis à des urgences, c'est constant et c'est sur toute la planète. Et peut-être que pour réfléchir, pour poser les termes, nous devons revendiquer ce temps-là, et peut-être qu'à l'intérieur de ce temps-là, des actions de nature plus symbolique, comme celles qu'on a évoquées, sont fondamentales pour arriver à quelque chose, à quand même une justice. Il y a une idée que vous avez dit qui m'a personnellement touché, c'est l'institutionnalisation de ces mécanismes de réconciliation. Quelles sont les garanties de ces réconciliations communautaires? Quelle est la valeur juridique, ou si vous voulez le statut juridique de ces réconciliations? La réconciliation que nous disons aujourd'hui, c'est un accord entre eux, au niveau de la base, et qui est semblable pour moi à l'accord d'Arusha. Puisque au Burundi, nous voyons beaucoup la société civile dans la capitale de Bujumbura. Mais au niveau des communes, au niveau des collines, ça veut dire que nous sommes en train d'influencer et contribuer pour que là aussi, il y ait une société civile à ce niveau qui aide à ce que tous les Burundais ont un cadre d'échanger, de dialoguer et de chercher des solutions. D'accord, on pose la question, quelles sont les garanties? Les garanties, ils sont là, tout d'abord, c'est qu'ils parviennent à avoir un cadre d'échange et dans ce cadre-là, ils aboutissent à des compromis. Par exemple, les comités de paix. Les uns sont enregistrés au niveau de la commune. Ça veut dire ce que les comités font sont aussi connus par l'administration locale. Il y a même un comité aujourd'hui qui est enregistré au niveau national, disons au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que ce que nous faisons, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais c'est quelque chose qui est connu, de façon que même il y a des séances que nous organisons pour présenter ces acquis de réconciliation aux élus comme les parlementaires. C'était en l'année passée, il y a eu une séance où les représentants des comités de paix et les personnes réconciliées ont eu l'occasion de témoigner en présence des parlementaires élus dans la circonscription de Gitega et en présence du gouverneur, pour dire que ce que nous disons, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais quelque chose qui est suivi aussi par l'administration. Un autre point que je vais citer, c'est que la médiation qui est menée ou facilitée au niveau du foncier. Ça veut dire qu'il y a des accords et ces accords sont acheminés vers la CNTB et la CNTB approuve comme un organe qui est connu officiellement, qui a été habilité par le gouvernement. Quelles sont les conditions de possibilité
pour que des mécanismes pareils réussissent? Et pensez-vous que ces conditions aujourd'hui sont réunies au Burundi? C'est le décalage qui existe. Le décalage qui existe entre l'optimisme des actions, des interventions de la société civile et les peurs des institutions étatiques. C'est-à-dire, on observe que les institutions de la société civile, les acteurs de la société civile disent oui, on peut y arriver, oui, les gens peuvent se réconcilier, oui, il peut y avoir justice, oui, on peut dire la vérité, et on sent à travers les hésitations, à travers les atermoiements de l'État, qu'il y a des peurs. Et donc, comment résoudre ce dilemme presque existentiel, puisque ça ne concerne pas le régime actuel, ça concerne tous les régimes qui se sont succédés au Burundi. En Kinyarwanda, on dit Kwikiriza, Ntilibuza ou Wanga Kwanga. Le fait d'accepter n'empêche pas celui qui veut refuser de refuser. Alors, méditons. La première expérience, je dirais, de vérité qui a été engagée ici, sur des moments douloureux, a eu lieu en 88 dans le cadre des massacres de Kega-Marangara. Et le ministre des Affaires étrangères a demandé que si j'acceptais de faire partie à une commission d'enquête, parce qu'il ne voulait pas que ce soit l'Union européenne qui le fasse, et donc c'était des universitaires. Le travail a été réalisé avec un mandat qui nous avait été donné par le ministre Kaleli, et qui était, vous faites ce que vous voulez, vous avez toute l'attitude. Je peux vous dire que dans le cas précis, on les a utilisés jusqu'au bout. Ensuite, l'ouvrage a été fait, il a été livré ici, et les 250 premiers exemplaires ont suscité beaucoup de passion, et ils ont été stockés dans les archives de l'université et n'ont pas été distribués. Je continuerai avec un deuxième exemple, l'histoire du Burundi. Soyons clairs aussi, hormis les déboires de la commission numéro 1 d'Arusha sur l'histoire du Burundi, a été montée une opération dans le cadre de l'UNESCO pour mettre en œuvre les dispositions de la commission numéro 1 sur l'histoire du Burundi. Je crois qu'on a dépassé les 300 ou 400 000 $ de frais. Jamais, je crois, vous n'en avez vu une ligne qui a été publiée ou diffusée. Ça commence à faire beaucoup. Hein? Maintenant, venons-en, je dirais, à la justice transitionnelle. À partir du moment où la vérité n'arrive pas à être dite, ni même analysée, on veut bien se demander ce qui va être jugé. Aujourd'hui, où sont ces éléments de vérité? Puisque sur le plan de la production universitaire, cela ne se fait pas, je pense qu'effectivement, on est actuellement dans une situation où ce sont des acteurs nationaux, des politiques, c'est paradoxal, des religieux, bon, bref, des personnalités qui ont un statut un peu particulier, un peu intouchable, qui se permettent maintenant de donner leur vérité et leurs éléments en demandant qu'ils soient débattus. Bon, mais plus fondamentalement, et maintenant, passons aux choses sérieuses. Avant d'entrer dans un processus de justice sur les collines, il faut que, je dirais, au niveau central, on ait au moins proposé des éléments d'analyse un peu rigoureux sur la cause, entre guillemets, de ces malheurs récurrents. Je rajouterai, et c'est peut-être en corrélation, sur les causes de cette impunité récurrente. Au Burundi, on est quand même sur les antécédents lourds, qui commencent dès le début de l'indépendance. Aujourd'hui, quand on dit on veut connaître les conditions de réussite, on veut aller voir les modèles à l'extérieur, etc. Est-ce que chaque fois, ce n'est pas une manière de dégager en touche? Les membres de commission ont été faire le tour des processus de justice transitionnelle à côté et plus loin, etc. Pourquoi faire? Excusez-moi. Pour gagner encore un an?
par rapport à ce que l'on pourrait décider ici? Excusez-moi, tout le monde sait parfaitement où est la vérité ici. Tout le monde peut éventuellement désigner, dire, etc. La seule chose, c'est une question de volonté, mais maintenant, je vais nuancer ce que je viens de dire. Ce n'est pas de la faute des Burundais, hein. C'est la conjoncture, je dirais, les déterminants qui veulent ça. Hein. Ces déterminants, c'est le fait qu'il y a eu absence de justice. On ne peut pas aujourd'hui, sur la base de la mémoire, je suis désolé, fonder des procédures qui permettent de juger. Hein. Et ça, c'est clair. Vous pouvez faire comme vous voulez. Quand vous avez 10-15 ans de distance par rapport à des faits, les gens, ceux qui vous racontent, excusez-moi, ça relève de la fabulation pour une large part. Y compris quand ce sont des vérités personnelles. Hein. Mais ce sont des discours qui, sur le plan de la justice, ne sont pas recevables. La justice, c'est du débat, c'est de la confrontation, c'est de la preuve. Comment est-ce que vous allez, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, essayer de vous rappeler des choses? Moi, j'ai actuellement des procès de personnalités majeures qui se trompent sans arrêt sur des faits d'il y a 15 ans. Bon, et si on peut s'en tirer, si j'ose dire, c'est parce que on a, nous, des notes, on a des éléments, et on peut leur ressortir. Comment est-ce que vous faites ça sur des processus sur les collines, où il n'y aura pas de documents écrits? Il faut donc qu'il y ait une véritable confrontation. Ces confrontations, veut-on les mener? Ce que je connais des processus qui ont marché, on ne les tolère qu'à partir du moment où on sait ce qui va être dit. C'est-à-dire lorsque l'on maîtrise l'élocution, lorsque l'on maîtrise ceux qui sont susceptibles de parler, lorsque l'on maîtrise le résultat. Alors si le but c'est de faire traîner les choses le temps que cela ne se fasse pas, autant l'énoncer. Si le but est véritablement d'y passer, entre guillemets, hein, ER, eh bien il faut y aller. Et je dirais, on retombe alors sur les processus dont vous avez parlé ce matin, c'est-à-dire sur ces expériences d'expression où les populations peuvent dire. Mais vous ne faites pas le saut du judiciaire. Mais la légitimité de la justice, c'est un paradoxe. On peut tout gagner sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan idéologique, etc. On peut même réécrire l'histoire et l'intoxiquer. Hein. Par contre, la légitimité d'un appareil judiciaire ou la légitimité d'une décision de justice, ça ne se décrète pas. Ce ne sont pas les juges qui, à la limite, en décident. C'est ce que l'on croit de la fiabilité des juges. Et ça, c'est un processus long, lourd. C'est une légitimité populaire. On dira c'est l'opinion publique. Mais l'opinion publique, c'est pas les ONG, c'est pas les étrangers, c'est pas etc. L'opinion publique, c'est ce que à la base, les populations sont prêtes à reconnaître comme des éléments dignes, respectables et susceptibles de dire le vrai, voire de trancher. Après plus de 10 ans, si on n'a pas fait, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas. Et dans ces cas-là, je dirais, vaut mieux dire, vaut mieux engager d'autres processus, plus terre à terre. Alors, vous allez dire que de ma part, je préconise la réconciliation. La réconciliation, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne vois pas pourquoi on demande à des victimes de se réconcilier avec leur bourreau. Point. Hein, voilà. Donc, je n'en sais rien. En tout cas, pour moi, ça ne fait pas partie du processus. Ça vient éventuellement en plus, mais ça ne fait pas partie du processus, en tout cas, ni dans la démarche de vérité. Vous ne déclenchez pas la réconciliation en déclenchant de la vérité. Hein, en déclenchant de la justice, encore moins. Hein, surtout si vous introduisez des règles d'indemnisation. Bon, parce que les règles d'indemnisation, quand l'État est insolvable, ça finit toujours par se retourner sur le bourreau. Hein, bon, c'est-à-dire en gros ce que vous récupérez sur le terrain. Bon, donc par rapport à ça, moi je pense que, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, il faut avoir le courage de se dire que soit on ne souhaite pas, soit on ne peut pas, mais on peut aussi là trouver, je dirais, des formes qui, symboliquement, s'y suppléent. Hein. On peut trouver des gestes symboliques qui, non pas dispenseraient d'un processus, parce que celui-là, de toute façon, d'une certaine manière, un jour ou l'autre, il finira par ressortir sous d'autres formes. Le passé ne passe pas quand il n'est pas solvé. Hein. Et si on n'a pas envie de le faire, on peut parfaitement trouver, je dirais aujourd'hui, des gestes symboliques forts
qui permettent d'attendre que demain ou après-demain, eh bien, on y revienne. Et je dirais, dans nos sociétés, nous aussi, on a des passages qu'on n'a toujours pas abordés. La collaboration en France, on y touche, mais bon, un tout petit peu. L'Algérie, on y touche, mais c'est bien délicat. Le passé colonial, bon, etc. Bon, eh bien, si on ne peut pas, on ne peut pas. Et ça viendra bien un jour. N'en faisons pas une maladie, mais je dirais, changeons notre attitude et disons-nous que si on ne peut pas le faire maintenant, eh bien, on le fera plus tard, sans pour autant s'autoflageller aujourd'hui au nom d'une impuissance présumée. Cette impuissance est une impuissance structurelle. Les individus n'en sont pas en soi responsables aujourd'hui. Autre point, ça concerne la problématique de la réparation du tort. Et ici, qu'est-ce qui a inspiré chez moi? C'est la fameuse notion de l'irréparable. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer dans la vie. Comment est-ce qu'on peut réparer la souffrance? Comment est-ce qu'on peut réparer les frustrations? Comment est-ce qu'on peut réparer le manque? Ainsi de suite. Vous avez parlé à un moment donné de l'irréparable. Ça me permet d'ajouter quelque chose que je n'ai pas signalé tout à l'heure. Et c'est lié aussi à la question de la réconciliation. Quand je parlais de la fonction de la justice devrait rendre possible quelque chose qui appartient à d'autres mécanismes qu'elle et qui pourrait être la réconciliation. J'ai pensé plutôt à ça. Et comme vous parliez de l'irréparable, ça renvoie à la fonction de cette justice qui, même si elle ne devait pas punir sous la forme traditionnelle, a, outre cette nécessité d'être tiers, puisqu'on dit qu'on rend la justice, ça veut bien dire que quelqu'un vous l'a donnée. Donc c'est la population qui a donné la justice au juge pour qu'il la lui rende. Donc il s'agit vraiment d'une confiance qui est faite. C'est justement au juge de confronter l'irréparable à autre chose qui est d'absolument fondé et de très difficile à préciser et à nommer, qui est le sens de la vie collective et la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas nous entretuer. Cette espèce de valeur qui est très difficile et qui est aussi innommable, qu'on pourrait appeler la raison, que d'autres pourraient appeler Dieu, mais autour de laquelle nous sommes fédérés. Et le juge en est le représentant. Et ça se marque par les interdits. Et ça, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé encore aujourd'hui. Les interdits sont quand même ceux qui nous... D'abord, le juge en est le garant. Le rappel de ces interdits, il est fondamental, quel que soit le système. Et c'est quand même sur ces interdits, et en les affrontant, que ce soit au niveau familial, scolaire ou dans d'autres institutions, c'est en se confrontant à ces interdits de nouveau que chacun d'entre nous, confronté aux limites de ses pulsions, découvre aussi son désir d'homme et sa vocation et sa liberté. Et donc là, la fonction du juge, très difficile à définir par rapport à cette raison suprême à laquelle on serait tous affiliés, est très importante. Et donc, c'est sans doute ça que je voulais dire en parlant du sens de la justice. Enfin, ça s'approche de ça. Et ce sens-là, peut-être qu'il peut s'opposer à l'autre qui est l'irréparable. Et puis là, je fais le lien avec ce que disait Pierre sur finalement la fonction de la justice, ou réaffirmer les valeurs qu'entend protéger à nouveau la société. C'est un élément important. Quand on passe de situations où on a eu des violences massives, donc qui dit violence massive, dit quand même une participation importante au crime. Donc on a été dans des contextes où finalement l'interdit du meurtre n'était plus affirmé, où face au principe d'égalité des citoyens, c'est l'inégalité des citoyens et la discrimination qui était présente. Et puis là, on essaye de construire, d'avoir un projet de société où on réaffirme des valeurs autres, où on repose l'interdit du crime, ses principes d'égalité, etc. Donc, dans ce processus-là, la justice a une fonction, mais on voit aussi l'importance de restaurer le lien à la confiance envers les institutions étatiques. Donc, tout ça est évidemment un véritable challenge et ce sont des processus qui prennent du temps.
Je pense aussi, quand on parle de formes de réparation, ça passe aussi par des lieux d'expression de la douleur et du passé des victimes et de ce qu'elles ont vécu. Mais on pourrait, comme ça, égrener toute une série d'éléments. L'intérêt, c'est vraiment de garder dans l'idée qu'on n'a pas de solution type, mais qu'on va essayer de piocher à droite, à gauche, par rapport aux besoins que l'on ressent dans le contexte. Et vraiment, toujours ménager des passerelles entre les différents processus. On parle de justice, on parle de vérité. Par exemple, quand tout à l'heure, il y avait aussi, je crois que c'était vous aussi qui posez la question du statut juridique des procédures de pardon. Et je crois que dans l'avant-projet de loi de la Commission Vérité et Réconciliation, il y a une procédure de pardon qui est mentionnée, qui n'est pas définie. Il faut vraiment essayer d'éclaircir et de créer un lien clair sur ce qu'implique le pardon, limiter ou pas les effets judiciaires avec, on sait, il y a toute une série de règles en droit international relatifs aux crimes internationaux, aux violations massives des droits de l'homme qui doivent être respectées. Mais tout ça reste à définir, me semble-t-il. Et enfin, y a-t-il un modèle réussi? Même si comparaison n'est pas raison, en matière de justice transitionnelle, nous connaissons le cas de l'Afrique du Sud, Chili, Guatemala, Togo, il y a d'autres pays. Est-ce qu'il y a un modèle plus ou moins réussi, même si comparaison n'est pas raison, par similitude des faits, qui peut au moins inspirer les Burundais à faire une option judicieuse? Je pense qu'il y a un élément qui est finalement important, c'est le réalisme. La justice transitionnelle ne contient pas de solution miracle. Mais je pense qu'il faut éviter la tendance du copier-coller, comme ça a été le cas notamment après l'expérience sud-africaine. On a vu un peu une success story, mais où finalement on nommait un peu de resituer ça dans son contexte, où on avait un réel projet de société mené par une personnalité très forte qui était Nelson Mandela. Et on a tendance un peu à aller vers cette facilité. Or, malgré tout, il faut être réaliste. Chaque contexte a ses contraintes. Et dans cette perspective, il faut aussi anticiper et gérer peut-être les attentes qui vont émaner de la population. Je vais vous donner un peu des exemples. On a essayé de combiner à la fois réparation symbolique et réparation matérielle, réparation individuelle et réparation collective, avec des lettres individuelles, des copies de rapports, des excuses publiques, des packages parfois pour des familles dans des situations financières difficiles, où il y avait des bourses d'études, ce genre de choses. La réconciliation ne peut en aucun cas venir de l'extérieur. C'est-à-dire tout simplement que ces situations dramatiques qui sont passées au Burundi, si on veut en arriver à mieux vivre ensemble, à pouvoir dépasser cette situation, c'est simplement la question de documenter les crises de 65, les crises de 72. Il me semble aussi que c'est faut documenter toutes les crises et il faut le faire le plus rapidement possible. Parce que les personnes qui sont encore vivantes, André a beaucoup insisté sur l'importance de la mémoire dans de telles situations. On sait que la mémoire, elle est sélective, elle est émotionnelle, elle est affective. Donc on choisit ce qu'on veut donner. Je crois que l'État n'a pas à être remplacé. On a besoin d'une forte détermination, d'une forte volonté de la part des politiques. Il me semble que la volonté politique, la détermination politique est toujours là. Et je crois que c'est une base fondamentale dont on a besoin pour pouvoir documenter ça. Et je crois que c'est là encore une fois l'objectif de ce colloque aujourd'hui, c'est de mettre justice transitionnelle au pluriel. Pourquoi? Parce que l'impression qu'on a eue en créant ce colloque, finalement, c'est que le discours autour de la justice transitionnelle, en tout cas le discours officiel et le discours public, s'est beaucoup cristallisé autour des mécanismes d'Arusha, et donc autour de la mise en place d'une commission vérité et réconciliation et d'un tribunal spécial.
et que finalement, quand on parle avec la société civile, elle nous parle d'autre chose. On parle, si on écoute les 4 interventions de ce matin, on nous raconte autre chose, on nous montre qu'il se passe d'autres choses, je répète encore, hein, sous d'autres formes, et que finalement, ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui, c'est de donner à voir autre chose, et peut-être de décristalliser les attentes qui collent au mécanisme Baroucha, peut-être même, comme dirait M. Guichawa, faire aveu d'impuissance, si c'est le cas, et être capable encore aujourd'hui d'observer et aussi de faire œuvre de créativité, parce que je crois que c'est ce dont on a besoin. Nairi le soulignait tout à l'heure, les systèmes plaqués, les modèles importés ne fonctionnent pas nécessairement. Donc il est important de rester créatif, je crois, aujourd'hui, et de rester attentif à ce qui se fait déjà. Puisqu'on parle de la sévère, on constate que la période de l'investigation commence avec l'année 1962, la date de l'indépendance du Burundi. Mais on constate dans l'histoire qu'il y a d'autres drames qui ont été vécus avant cette date. Je me sens honteux lorsqu'on occulte, par exemple, la mort du prince Louis Rwagasore, le héros national, et la disparition de tous ses enfants sur base des questions politiques. La mort du Premier ministre Ngenda Ndoumwe sur base de questions politiques. Alors on constate que donc des destructions ou des gens qui sont tués maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'intégrer et que la sévère prend en compte toute cette période? Peut-être rapidement sur la question du mandat de la CVR et la question de l'assassinat du prince Rwagasore. Donc oui, effectivement, on peut se poser la question s'il n'aurait pas été pertinent d'intégrer cet événement quand même clé dans l'histoire du Burundi. Après, il faut savoir que nous savons le mandat de la CVR correspond à ce qui est issu des consultations nationales qui proposait que le mandat s'étende de la date de l'indépendance jusqu'à la fin officielle de la belligérance en 2008. C'est un mandat qui est très large, 46 ans. Alors c'est effectivement pas la seule fois où on a une CVR qui a un mandat aussi large. Ça a été le cas pour le Maroc, pour le Togo si je ne me trompe pas. En revanche, on est dans une situation où on a eu beaucoup de violations massives des droits de l'homme. Donc on a un mandat qui est déjà, me semble-t-il, énorme. Après, à voir comment, si l'avant-projet de loi sera modifié, mais a priori, du texte que l'on a actuellement, la durée de fonctionnement de la CVR, c'est une durée moyenne, 2 ans, maximum 2 ans et demi. Donc là, encore une fois, j'appelle au pragmatisme et au réalisme, quand on sait aussi que les violations qui sont visées par le mandat de la Commission de vérité et réconciliation sont en gros toutes les violations des droits de l'homme. Donc voilà. La question se pose d'un mandat. Est-ce que ce mandat est réaliste? Donc l'étendre encore, ça serait peut-être problématique. Bon, il faut garder aussi en tête que la Commission de vérité et réconciliation, c'est un des moyens, encore une fois. Ce qu'on dit ici, c'est vérité et réconciliation. À votre avis, sans une justice sociale équitable, est-ce que tout ça, est-ce que ça peut marcher? Ça pourrait marcher. Il n'y a que l'impunité qui règne dans notre pays. Et ce qui organise tout ça, ce ne sont pas déjà de la rue. Ils sont haut placés. Alors, éclairez-moi s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie. Je voudrais vous proposer d'organiser ce genre de colloque aux députés et aux sénateurs. Pourquoi? Ce sont eux qui vont bientôt voter la loi concernant les mécanismes
mécanismes de justice transitionnelle. Et je trouve qu'il y a un contour doctrinaire autour de ces concepts qui peuvent donner un éclairage assez pertinent pour l'avenir de ce pays.